I do apologize for that. I will say I am sorry for that. C'est l'histoire d'un combat intérieur, celle d'un garçon pas comme les autres. Avez-vous déjà prié au soir, tard le soir, quand tout le monde dort? Avez-vous déjà demandé au Seigneur, n'importe lequel, selon votre croyance, à vous enlever quelque chose dont vous ignorez la provenance? C'est ce que notre petit Montero est en train de faire là tout de suite. Ça fait quelques années que ses parents sont divorcés. Ils se sont divorcés quand il avait 6 ans. Il les a vus se disputer, s'énerver, se séparer. Et là, il vit avec son père. Il y a une chose qui est très présente dans la vie de son père, c'est que chaque dimanche, le petit Montero et son père vont où? À l'église. Parce que notamment le père du petit Montero, c'est un chanteur de gospel. Donc Montero grandit en chantant du Kim Burrell, du CeCe Winans, Mon cœur, La Reine. Vous l'aurez compris, c'est festif, c'est musical vu que le père c'est un chanteur de gospel, mais c'est aussi bien évidemment l'église, donc il y a certaines règles à retenir, et le petit Montero qui est assez intelligent s'en rend très vite compte. Il se rend très vite compte que très souvent on lui fait des petites réflexions. Il n'est pas, encore une fois, un garçon comme les autres. Lui-même dans sa tête commence petit à petit à se rendre compte que quand il réfléchit là, il est attiré pas par les mêmes choses que les autres potes de l'église. Lui, il est peut-être plus attiré par d'autres garçons de l'église. Et dans son cerveau, vu qu'il est à l'église, il sait que c'est mal. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? La seule chose qu'il a jamais appris à faire, c'est qu'il prie. Il demande à l'Éternel de le rendre, de faire en sorte qu'il devienne un garçon comme les autres. Quand le petit Montero commence à prier dans sa chambre pour devenir un garçon comme les autres et pour ne plus être attiré par d'autres hommes, il n'a que 10 ans. Les années passent et ce combat intérieur dure parce qu'il ne le gagne pas. Il a 11 ans, il continue, il prie, il chante CeCe Winans, Dieu ne répond pas. 12 ans, il chante du Trinity, Dieu ne répond pas. Il chante You Save Me, Dieu ne le sauve pas. Pourtant, dans cette chanson, on dit quand même que Dieu a guéri un malade du cancer en phase terminale et plein d'autres choses, vous savez. Mais Dieu n'arrive pas à sauver Montero, qui pendant toutes ces années de lutte intérieure, se dit que malgré tout, ce ne sera qu'une phase, ce ne sera qu'un passage dans sa vie et qu'il finira par devenir un garçon comme les autres. Son combat finit par s'arrêter à l'entrée de ses 17 ans, quand il finit par s'assumer et avoir, bizarrement, l'aval de son père. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il va y avoir un total switch dans sa vie. L'an dernier, et cette année encore d'ailleurs, tout le monde a félicité Beyoncé pour avoir ouvert les portes aux artistes noirs dans la musique country. En plus, elle a gagné le Grammy du meilleur album country de l'année. Et effectivement, on ne peut pas nier, d'ailleurs j'ai fait une très longue analyse pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller la voir, l'impact réel qu'a eu Cowboy Carter. Toutefois, musicalement et en termes de rayonnement pour les artistes noirs dans la country, si vous passiez un peu sur internet, il y avait quelqu'un qui essayait de dire « Maîtresse, il était un peu là », et personne ne le calculait en mode « Oh là là, ce fou has-been là ». Et finalement, du coup, le fait de pouvoir vouloir dire ce qu'il voulait dire aurait pu l'opposer ou alors faire comme s'il était jaloux de Beyoncé, alors que non. Vous êtes tous conscients que le plus gros succès rap country, l'artiste qui a réussi à breaker et à venir faire un coup de force avec de la musique rappée dans les charts country était un inconnu. C'était Lil Nas X en 2019. Il a passé 19 semaines en tête des charts américains, ce qui était du jamais vu pour un single, pour n'importe quel artiste confondu. C'est-à-dire que c'est plus fort que We Belong Together de Mariah Carey, c'est plus fort que tous les singles de Beyoncé, c'est plus fort que tous les singles de Brandy, tous les singles de Usher. C'est un plus gros succès que quasiment tous les artistes dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube. Là, vous vous dites, mais comment est-ce qu'il a réussi à faire ça, le petit Montero qu'on a laissé là? Comment est-ce que, quasiment 2 ans et demi après, il a réussi à devenir cette superstar là? En fait, c'est que Montero passait ses journées un peu à rêver et qu'il avait compris 2 choses. 1, qu'il était un garçon pas comme les autres dans tous les sens du terme. 2, qu'il aimait beaucoup Nicki Minaj parce qu'il avait un compte fan sur Nicki Minaj, il parlait d'elle tout le temps sur internet. Et donc du coup, partant de là, il a appris plus ou moins à rapper aussi sur des textes de Nicki Minaj. C'est son passe-temps entre 2-3 mèmes viraux qu'il crée sur internet parce qu'il a la culture du web et il est très très drôle selon ses propres amis. Et donc de fait, là, un jour, il commence à se dire pourquoi je ferais pas de la musique. Il crée une première mixtape qui passe sur SoundCloud, ça ne fonctionne pas du tout. Et à ce moment-là, alors qu'il n'est pas signé, il n'a rien autour de lui, il se rend compte que la country monte de plus en plus dans les charts américains. Il voit qu'il y a une vraie effervescence autour de la country qui revient et tout. Et il achète donc ce beat
à un producteur pour 50 $. C'est rien du tout parce que lui, il est inconnu. 50 $ pour lui à l'époque, c'est beaucoup. Et poser sur un beat country en 2019, c'est pas forcément la chose la plus évidente à laquelle n'importe quel rappeur signé dans l'industrie du disque ferait. La plupart des rappeurs, si vous vous rappelez, à ce moment précis, en fait, font de la trappe. Ils collaborent avec Drake. Ils sont dans un son très urbain parce que c'est l'urbain qui cartonne. Lui, parce qu'il réfléchit peut-être différemment et qu'il n'a rien à perdre, se dit, je vais aller à l'inverse de ce qui se fait, je vais balancer ça sur Internet, et en plus, chose encore très intéressante pour quelqu'un qui a jamais parcouru l'industrie du disque, il image déjà la chanson dans sa tête. C'est-à-dire qu'il dit, je vais raconter une histoire, vu que c'est une chanson country. Je vais raconter que je vais quelque part, je vais imaginer. Quand vous écoutez Old Town Road, il raconte, je vais prendre mon cheval sur la vieille route. La chanson a un couplet, un refrain à la base, mais elle est diaboliquement efficace pour quelque chose qu'il a fait seul. Maintenant qu'il a pensé la chanson avec son refrain, avec la petite histoire, en fait, il veut la promouvoir. Et c'est là que son deuxième truc arrive. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui comprend la culture d'Internet. Il commence à créer plein de petits mèmes autour de la petite histoire de Old Town Road. Ça prend un peu sur Twitter, mais bien sûr, c'est sur TikTok. En 2019 qu'il commence à se dire, je vais créer un challenge qui va s'appeler le Hee-Ha Challenge. Et il commence à promouvoir des vidéos où les gens doivent faire le Hee-Ha sur le fameux Old Town Road. C'est à partir de là que les gens de l'industrie musicale se disent, mais en fait, c'est qui, c'est quoi? Parce qu'il n'a rien à voir, encore une fois, avec tous les autres rappeurs. C'est quoi cette espèce de gars là-bas qui fait des challenges? C'est une chanson qu'on ne comprend pas tout à fait, qui est super courte, mais qui commence à prendre et à attiser pas mal de gens qui le prennent de façon rigolote sur le challenge. Le label l'appelle, il voit le potentiel, il le signe, et pour pouvoir s'assurer d'avoir quand même un aval réel country sur la chanson, ils font appeler le père de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, la légende de la country aussi, qui va donc poser sur la chanson, et ça va donc devenir, avec la portée du label, un hit mondial, qui va fracasser les codes encore plus fort que ne l'avaient fait Nelly et Tim McGraw sur Over and Over en 2004. Alors purement et simplement, c'est un coup de poker, comme on en a rarement dans une carrière. Réussir à faire de son premier titre, un titre qu'on a composé seul en 1 heure dans un studio parce qu'on n'avait pas de moyens d'enregistrement, qu'on a acheté à 50 $ à un producteur sur Internet, je sais pas si vous vous rendez compte, et qui a passé 19 semaines, qui est devenu l'un des plus gros tubes de tous les temps de la musique américaine, faut le faire. Mais en plus, le fait qu'en soi, ce soit un homme noir avec une chanson country, va créer quelque chose de très symptomatique de l'industrie américaine, c'est le racisme. Old Town Road va mettre en avant le racisme des radios country américaines dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'ils sont protecteurs, ils aiment pas le rap, ils aiment pas beaucoup les femmes parce que bon, des fois vous êtes en train de nous expliquer que oui, Taylor Swift marche beaucoup parce que oui, c'est une femme blanche et tout. Faudrait que vous appreniez à regarder très bien les charts country pour savoir que eux ils sont conservateurs pour de vrai. Parce que même les femmes là-bas, je dis bien les femmes caucasiennes, elles ont du mal. Eux, c'est d'abord le bon vieux monsieur. Voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Donc déjà, je crois d'ailleurs qu'il y a un article qui est apparu récemment en disant que les radios country diffusaient à 80% désormais que des chansons d'hommes blancs. Donc faire venir un rappeur noir sur leur station radio, même si c'est une chanson qui avait de fortes influences country, et même si il y avait Billy Ray Cyrus, ça les a dégoûtés. Ils ont refusé et ça a créé toute une polémique aux États-Unis. Surtout que de l'autre côté, Lil Nas X, même si la chanson n'est pas forcément hip-hop, n'a eu aucun mal à être bien reçue par les radios rap. C'est la revanche de l'outsider. En étant un peu différent de tous les autres rappeurs du game, en venant avec sa propre idéologie et sa propre idée totalement différente de tous les autres rappeurs noirs du game, en fait, il a créé une polémique malgré lui, il a brisé les codes et il s'est inscrit dans un schéma qui va devenir le schéma dans lequel vont rentrer plein d'artistes, y compris Beyoncé. Parce qu'aujourd'hui, on peut être tous d'accord de se dire que tout le monde dit que Beyoncé a ouvert les portes pour les artistes noirs dans la country, c'est vrai, mais on peut pas oublier que la personne la plus récente en vérité, c'est Lil Nas X. C'est lui qui a réussi à vraiment percer fortement cet écosystème-là, seul avec peu de moyens, et en mettant en exergue le double discours et le racisme latent des radios country. Partant de là, le petit Montero est devenu un vrai personnage public. On a commencé donc à le voir exprimer sa vraie personnalité, à savoir qu'il est très drôle, toujours à faire des blagues, des mèmes, et surtout, comprenant qu'il est souvent à contre-courant du game,
à rebondir sur les polémiques. En plein succès de Old Town Road, il annonce son premier EP et dans la foulée, il révèle au monde ce qu'il a eu beaucoup de mal lui-même à accepter et qu'il vient finalement très récemment d'accepter. C'est-à-dire que au moment où il le fait, il a 20 ans et ça fait quasiment 3 ans qu'il est prêt à accepter ce qu'il a rejeté pendant 7 ans de lui-même. Il dit au monde entier qu'il est gay. C'est une chanson qui s'appelle Closure de son album. Il fait venir Nas pour dire que Nas l'a beaucoup inspiré. Puis Nas sera appelé sur le remix dans les titres de l'album Rodeo. On a cet épisode lors de MTV Awards où il arrive avec un vrai parchemin pour pouvoir lire son discours. Et en fait, on voit que là s'entremêle la personnalité troll qui a grandi en comprenant tous les codes d'internet, qui se conjugue au succès et à l'attrait des polémiques. Parce que dès le moment où il fait son coming out, Lil Nas X devient la cible énorme d'attaques, aussi bien du public rap, parce que là, plusieurs rappeurs vont avoir des propos homophobes à son encontre, que, et ça c'est à ne pas oublier, du public country. Il est l'artiste numéro 1 des charts rap et des charts country. Donc de fait, c'est les deux publics les plus conservateurs des États-Unis. Et il décide donc que la réponse sera son identité. Une ampoule grillée a rarement peur d'un court-circuit. Quand Lil Nas X, qui connaît donc bien le milieu de l'église, a grandi, et comme on sait déjà, le petit Montero avait ses problèmes avec lui-même, ses problèmes avec lui-même l'ont tellement travaillé, quand il s'est rendu compte qu'il n'était pas un petit garçon comme les autres, que très souvent il a voulu aller rejoindre Ali. Et le fait finalement d'arriver face à ce public afro-américain très chrétien qui le critique sur sa sexualité et au public country très chrétien qui déjà pense que c'est un sale bamboula et qui aussi l'attaque sur sa sexualité, le ramène plus ou moins dans un terrain qu'il connaît bien parce que c'est le terrain, et ça c'est super important, peut-être le point le plus important de cette vidéo, écoutez bien ce que je vais dire, c'est le terrain dans lequel il s'est construit. Il est Lil Nas X, si vous y réfléchissez bien, parce que c'est comme ça qu'il est arrivé là. Sa première réaction et la première manière pour lui de faire polémique, c'est d'y répondre avec les armes qu'il connaît. Le troll d'internet et la balle à l'envoyeur. C'est pour ça donc que le premier single de son premier album va s'appeler Montero. Donc son nom, Call Me By Your Name. Et c'est un clip qui va choquer énormément de monde. J'imagine que certains qui sont sur cette vidéo l'ont peut-être découvert avec cette chanson-là, ou alors ont été énormément choqués par cette chanson. À l'époque, déjà, j'avais fait un format où j'avais décrypté le message même du clip. Il revient, bien évidemment, il reprend tous les codes de la christianité de façon populaire. Quand il le fait d'ailleurs, il n'est pas le seul à l'avoir fait. Madonna l'a fait, Nas l'a fait, Diddy l'a fait, Kanye l'a fait. C'est-à-dire que c'est pas un truc exceptionnel en soi de reprendre les codes de la chrétienté sur la scène pop. Ça choque toujours, ça attire toujours la polémique, donc on sait à quoi on s'attend. Mais là, en plus, il y a un sous-message qui est le véritable message et le message que lui connaît et qu'il manie à la perfection, c'est que finalement, face aux critiques qui depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux l'attaquent sur sa sexualité en brandissant bien évidemment le message de la Bible, en fait il reprend à son compte les critiques qui disent que tu vas brûler en enfer parce que tu es un pécheur, tu es un mauvais chrétien, tu es pas un être humain digne et toute autre chose horrible qu'on pourrait lui dire, mais en fait il reprend ça à son compte dans le déroulé d'Adam et Ève où effectivement il va jusqu'en enfer, il twerk sur le diable et finalement il lui coupe la tête. L'idée fait le buzz, le titre est plutôt efficace, donc il devient aussi un gros tube. Et je pense toujours qu'il devient un gros tube, pas simplement parce que la majeure partie des gens sont de gros anti-chrétiens ou pas du tout. Je trouve que, en vérité, ce qui est intéressant dans ça, c'est justement le petit aspect drôle de la chose. Alors, bien évidemment, j'espère que les personnes chrétiennes ne vont pas être choquées par ce que je dis, parce que finalement, c'est justement le point fort de Call Me By Your Name. C'est factuellement un renvoi à l'ascenseur qui peut paraître choquant sur une certaine imagerie, mais qui en fait finalement dit, vu que vous avez dit que je dois brûler en enfer parce que je suis gay et que finalement moi j'ai passé toute ma vie à me battre contre ça et que je connais ce domaine-là, c'est dans ça que j'ai été élevé, j'ai prié le Seigneur Dieu pour ne pas l'être, en fait, je vais aller en enfer, je vais aller twerker en enfer, vu que moi je veux quand même vivre. Et là, je l'avais déjà dit lors de cette précédente vidéo, c'était bien envoyé pour moi. Parce que si tu te permets de dire à quelqu'un qu'il va brûler en enfer, pourquoi est-ce que tu es surpris s'il va en enfer? Autant qu'il y aille, vu que toi tu es le petit frère de Jésus et tu sais qu'il doit aller en enfer ou qu'il ne va pas en enfer.
frère. Comment est-ce que tu vas encore te fâcher s'il y va? Ça mettait bien dans l'exergue la contradiction dans plusieurs des messages homophobes qu'il recevait, mais le truc du buzz, c'est que plus tu en as, plus tu en veux. Donc du coup, dans la même période, il a sorti les Satan Shoes, les chaussures de Satan. C'est-à-dire qu'il est allé encore un peu plus loin en se disant, bon, vu qu'on dit que je suis vraiment un sataniste, parce que voilà, je vais te produire 666 paires, les chiffres du diable, avec une goutte de sang de chaussures Nike, pour pouvoir continuer à insister sur la dialectique entre ma sexualité et le fait qu'on me demande d'aller voir le diable. Dans l'euphorie de la chose, le premier message n'étant pas forcément totalement fou, c'est plutôt passé crème, mais quand même certains ont commencé à trouver que ça allait un peu trop loin sur l'historique du diable. D'ailleurs, pour passer au BET Award, ils lui ont demandé avant d'y aller, est-ce que tu es sataniste, est-ce que tu es... Parce que vous savez qu'il y a l'église sataniste aux États-Unis, donc on lui a demandé vraiment de savoir si c'était pas un vrai sataniste. Il a dû dire que non, en fait non, j'ai grandi à l'église, enfin, vous connaissez son histoire maintenant. Donc c'est passé et Call Me By Your Name a même eu, encore une fois, une espèce de sacralisation pop, c'est-à-dire que c'est un clip et un discours qu'on peut comprendre dans la réflexion de ce que pose un débat de la pop musique, ce qu'il a continué sur le second single qui s'appelait Industry Baby, produit par Kanye West avec Jack Harlow. Là encore, nouveau clip choc qui fait buzzer sur toute la toile parce que les gens voient que ce sont des mecs qui dansent, qui twerkent derrière lui, qui sont souvent nus et encore une fois, ça fait crisper, ça gêne parce que c'est une des premières fois qu'on voit ce genre de choses. Et pour moi, en réalité, c'est la même dialectique et d'ailleurs, c'est la dialectique la plus intéressante selon moi de tous les clips de Lil Nas X. Je trouve toujours que le fait que certains les critiquaient, je me rappelle encore sur mes réseaux sociaux, de voir beaucoup de gens dire que c'est la fin du monde, le satanisme, ça m'a toujours paru lunaire parce que finalement, Lil Nas X, à ce moment précis, n'est que le résumé visuel de ce qu'on a vu dans plusieurs choses de la pop musique. En vérité, ce clip est limite une parodie. Tous les mecs qui sont en train de twerker là derrière lui, bon, en fait ça nous rappelle tous les clips de rappeurs avec des meufs qui torquent partout. Ce qui gêne, c'est que beaucoup d'hommes n'ont pas l'habitude d'être sexualisés comme ça par d'autres hommes, et c'est ça qui a frappé, c'est-à-dire que le fait qu'il ait sexualisé les hommes en étant lui-même un homme gay, ben en fait ça a gêné même des femmes qui se sont dit oh mon dieu. Mais en réalité l'intérêt pour moi de ce clip là, c'est qu'il montrait par l'absurde finalement que nous passions notre temps à consommer des clips où des femmes étaient tout le temps objectivées et que ça ne nous dérangeait pas. Ce qui veut dire, selon moi, que si on est gêné par la sexualisation du clip de Lil Nas X, voilà, on peut être gêné par ça, ben en fait, on aurait déjà dû être interpellé par plusieurs des clips que je mets sur ma chaîne YouTube. Soyons honnêtes. Moi, je suis un immense fan de Lil Kim, vous le savez. Enfin, How Many Licks, voilà, je chantais ça très très jeune. Voilà, je connaissais par cœur One Minute Made de Missy Elliott, je connais par cœur et j'ai toujours su ce que ça voulait dire. On ne me raconte pas les conneries de que nous on ne comprenait pas. On n'est pas au courant, on sait pas. On savait ce que ça voulait dire. Moi je connais One Minute Made par cœur. En fait, moi, quand j'avais vu ce clip, lui étant plus jeune que moi, j'ai toujours trouvé que c'était le parfait résultat de ma génération. Et quand je voyais des gens de ma génération, ou alors les débuts de trentenaire, là, commencer à dire « Oh mon Dieu, choqué » et tout, je me disais c'est vraiment de l'hypocrisie. Que les anciens encore, ceux qui sont un peu plus âgés que nous, disent que oui, bah, en fait, c'est scandaleux. Limite, eux, ils n'ont pas connu ce que nous avons soutenu. Nous avons soutenu tellement de clips super sexuels et super dénudés, 50 Cent, Disco Inferno, que factuellement, le fait qu'on nous renvoie à la gueule ce même message-là de façon différente, c'est nous qui devrions nous dire, mais en fait, finalement, qu'est-ce qu'on a fait de l'industrie? Surtout que, faut vous rappeler que la génération Gen Z, là, ils sont beaucoup moins sexualisés que nous. D'ailleurs, c'est prouvé par les études. Les clips sont moins sexuels chez une partie de cette génération-là. Parce que c'est nous la génération de petits pervers. Donc, en fait, Lil Nas X s'adresse à nous. Industry Baby, qui est un bon titre, c'est une des chansons préférées de lui, va cartonner à nouveau pour la sortie du clip. Il va jouer sur le fait que Nike lui porte plainte, il va faire des mais ça montre encore une fois son personnage et le fait qu'il puisse amuser les foules. Mais ce que moi je retiens surtout de ça, c'est que s'il a de nouveau deux gros tubes sur la polémique, ces deux gros tubes et ces deux polémiques là, dans l'univers pop ont quand même un message derrière. C'est-à-dire qu'il réussit certes à créer des polémiques, il réussit certes à jouer de sa sexualité, mais l'intelligence qui va faire la force de son air, c'est que malgré tout, il pointe les incohérences de la scène pop. En se regardant en face, il renvoie à certains
un certain miroir d'eux-mêmes. Mais le paradoxe de ça, c'est que les gens ne commencent à le connaître que pour les polémiques. Plus il va faire de polémiques, plus ça va marcher. C'est pour ça que le reste des titres de l'album vont beaucoup moins marcher. La chanson Sun Goes Down, où il raconte justement ce parcours chaotique avec l'église, avec l'envie de s'enlever la vie, avec l'envie justement, ce combat intérieur qu'il a longtemps mené avant de se décider à abandonner sa foi pour s'assumer différemment parce qu'il n'avait pas le choix. Un autre single va sortir qui va s'appeler That's What I Want. Mais cette ère musicale va posément se terminer en étant un beau succès pour lui. Il va y avoir 2-3 polémiques, notamment on stage, quand il va embrasser un homme sur scène au BET. Quand sa bride va s'ouvrir alors qu'il performait au Grammy Award, il va quand même rester dans cette idée de faire des coups médiatiques pour continuer à exister et à promouvoir sa musique. Et c'est à partir de là que le danger va arriver. La drogue du buzz. La tournée de Lil Nas X se termine. Et ça se passe plutôt très bien pour lui. Il a plutôt de bonnes aptitudes, si vous remarquez, sur scène pour quelqu'un qui n'a pas commencé dans l'industrie et qui s'est découvert à 19 ans comme ça sur scène. Il se défend plutôt bien. Et il a une polémique avec BET qu'il accuse d'homophobie encore une fois. Pour le coup, il décide de répondre et c'est là qu'on commence à comprendre que autant sur l'ère Montero, en fait, c'était pensé, structuré, plutôt drôle, autant le piège du buzz arrive. C'est-à-dire que dès que BET et lui ont un accrochage, il les attaque légitimement pour homophobie, ce qui est son droit, mais juste après, il sort un titre qui s'appelle Late to the Party. La pochette du titre, c'est un BET Award dans les toilettes, à l'instar du Grammy Award de Kanye West dans les toilettes. Donc en gros, il reprend un mème, on retrouve toujours le troll de Twitter, donc il troll BET, et il sort une chanson dans laquelle, pour le coup, on entend à plusieurs reprises Fuck BET, j'emmerde BET. Fuck BET, fuck BET, fuck BET. Le titre est médiocre, mais en fait, au-delà de l'aspect polémique de la chose, tu peux pas artistiquement répondre à une chose à laquelle tu as déjà répondu en étant moins bon que la première fois à laquelle tu as répondu ou les 2 premières fois auxquelles tu as répondu. C'est-à-dire que Montero était déjà un ensemble de réponses plus ou moins pertinentes, mais en tout cas réussies pour moi en termes de message pop sur la scène musicale. Revenir quelques mois après avec un titre juste pour pouvoir redire la même chose maintenant contre BET, en fait, ça va faire une carrière anti-homophobie, alors que finalement, ton existence simple, et tu le sais, en tant qu'artiste dans l'écosystème dans lequel tu es, déjà un message anti-homophobique. Donc en fait, il se plante à s'enfermer dans quelque chose qui va progressivement l'enliser. Il va continuer à faire quelques coups de buzz par-ci par-là, parce qu'il est effectivement très drôle, notamment sur les réseaux sociaux. What inspired you to do this book? I just really wanted all the kids' money. Yeah, I'm working on a new album. It's all about sex and nothing else. Oh, I'm kidding. My first celebrity crush was Usher. Mais 2 ans passent après Late to the Party, il annonce un retour musical, et ce retour musical, c'est le plus grand comeback depuis Jésus-Christ, parce que c'est Lil Nas X qui fait un retour avec G-Christ, un single où il revient sur l'imagerie chrétienne, qui va pour le coup complètement se retourner contre lui. Il a appelé ça son ère chrétienne. Dans le cri de G-Christ, il est à la fois Jésus gay, il est à la fois Moïse gay, il est à la fois le diable. C'est lui qui dit qu'il va aller en enfer, c'est lui qui fait le jugement dernier. Il y a plusieurs faux Kanye West, il y a plusieurs fausses célébrités. Et en fait, c'est un flop total. Premier point, la chanson est pas bonne. Elle est pas du tout efficace, elle est un peu roturière, limite. Deuxième point, il devient, dans l'idée générale, une parodie. Une parodie de ce qu'il avait déjà été en moins bien. C'est déjà ce qu'il avait fait sur Late to the Party, qu'il refait en espèce de coup de buzz et ça ne marche pas. Troisième point crucial pour lui, il n'y a pas de message. Et c'est le pire. Autant sur les clips de l'air Call Me By Your Name, il y avait un message. Il y avait quelque chose qui était drôle, il y avait quelque chose qui était dit, il y avait quelque chose qui gênait effectivement sociétalement, mais quand on y repensait, même si les homophobes resteront homophobes, ils peuvent pas nier que ce qu'il leur disait était marrant, que oui, en fait, tu m'envoies en enfer, je vais en enfer. Toi, dans ton clip, tu es bien capable de regarder des meufs twerker nues. Si je mets des mecs twerker nus derrière moi, pourquoi est-ce que ça te gêne? C'est-à-dire qu'il y avait quand même des réflexions
qui était intéressante sociétalement. Là, pour le coup, il n'y a rien. Il y a une espèce de grand vide de tout et de n'importe quoi, de n'importe quel code de la chrétienté qui sont mélangés là-dedans. On n'y comprend rien, ce n'est même pas drôle. Et donc, de fait, il va y avoir un backlash total. Backlash, bien évidemment, des personnes qui voulaient viser à la base, à savoir des homophobes qui vont dire que oui, lui, c'est vraiment un satanique, comme vous avez dit depuis le début. Vous le souteniez même au début, là. Lui, c'est vraiment fou. Mais surtout, et le pire pour lui, c'est le backlash de sa communauté. Et c'est super intéressant parce que justement dans Sun Goes Down au début, il dit toujours que je vais faire, maintenant que je m'assume totalement, en sorte que mes fans soient fiers de moi. Donc dans son esprit, quelque part, il repart à l'attaque pour eux. Sauf que la réponse sera glaciale. Il est obligé de faire des TikTok où il s'excuse auprès de sa communauté en disant qu'il ne savait pas que ça allait autant les choquer, qu'il n'a jamais voulu manquer de respect à la religion. Il fait même d'autres TikTok où il essaie d'être drôle, où on voit un pasteur essayer de lui mettre l'onction divine. Hello, everybody. I wanted to explain like where my head at and where it's been for like the last week. When I did the artwork, I knew like there would be some upset people or whatnot. You know, religion is a very sensitive topic for a lot of people, but I also didn't mean to like mock. This wasn't like a f you to you people, f you to the Christians. Like, you know, it was not that. And I know, like, given my history, anything that I do related to religion can be seen as like mockery. That just was not the case with this. I do apologize for that. I will say I am sorry for that. C'est un flop immense chez le grand public parce que bon voilà, c'est un refusé, la chanson est vraiment pas efficace. Limite on aurait pu se dire bon ça passe, il peut se relever. Mais le second point qui devient plus dur, c'est qu'il devient comme une sorte de parodie, c'est-à-dire qu'à force de refaire la même chose, on se dit que c'est qu'un artiste de coup. Tant qu'il n'y a pas de coup médiatique, bah en fait il peut pas fonctionner. Mais le troisième point, c'est que ayant construit une image quand même sur une partie de la communauté gay, il va se prendre un backlash spécifique de cette communauté-là, encore pire, de cette communauté gay afro-américaine. C'est-à-dire qu'on va voir beaucoup d'afro-américains gays, et c'est super intéressant parce qu'ils ont grandi comme Lil Nas X. Ils ont eu les mêmes questionnements, le même combat intérieur. Et c'est pour ça que Call Me By Your Name n'avait pas été combattu de la même manière, parce que Call Me By Your Name est à la fois drôle et à la fois dérangeant. Il y a quelque chose qui est, voilà, où tu peux dire que bah, tu as dit que je vais l'en faire encore une fois, j'y vais. Mais là, il n'y a pas de quoi que ce soit. Tu es juste allé, selon eux, attaquer l'église pour attaquer l'église, pour pouvoir te faire des clics, et pour nous faire passer, nous, pour des gens qui détestent le Dieu. Ben nous, on ne déteste pas Dieu, et ils viennent le dire publiquement sur les réseaux sociaux. If you are going to attempt to remove my access and the access of folks who look like me to humane treatment, to human rights, and girl, damning me to hell, I'm going to create images that contradict that hold me and mine in the highest esteem. Ce qui va renfermer Lil Nas X dans cette image de pestiféré qui n'est finalement là que pour les coups de buzz. Même les gens de sa communauté qui auraient pu le comprendre, bah en fait n'en peuvent plus de lui. Ça fait quelques mois désormais que Lil Nas X essaie de retrouver un peu de chaleur sur les réseaux sociaux. Il a changé son équipe et il a fait pas mal de vidéos un peu gênantes parce que le malaise est palpable. Il a fait une vidéo récemment sur TikTok où il disait que oui, il pense qu'il a été blacklisté et qu'il est dans un schéma super intéressant. C'est qu'il dit bah en fait je ne postais plus parce que je me suis rendu compte que quand je poste il y a moins de gens qui regardent et bah vu qu'il y a moins de gens qui regardent j'ai honte de poster, donc du coup je suis dans un truc mental où je m'en sors pas. I stopped posting for a long time because my views weren't the same and I was like felt embarrassed about that. And I also did the same with music. It was like, well, I'm not getting like anywhere near the old number, so like I don't want to like be embarrassed. And then it kind of made like a box, a loop. Okay, I'm not getting enough of this, so I won't do that. Okay, this is not getting enough, so I won't do that. And over, more and more, I release less stuff, I post less stuff, I do less things, and it's like to avoid the feeling of embarrassment. And through it all, I still now have to face that embarrassment. Like I could not run from that embarrassment no matter how much I tried. Là, on voit quelqu'un qui est atteint par le fait de flopper. Il y a aussi une vidéo chez lui récemment où il était en train de hyper les gens pour dire que son comeback se prépare. Et on voyait, en tout cas moi je pense qu'il y a beaucoup de farine qui passe par là. Et donc il y a quelque chose qui était très très triste de le voir aussi excité, faussement excité, et peut-être sous l'emprise de quelque chose qui finit par le dépasser. Dans cette chute qu'on suit pas à pas sur les réseaux, de la même façon que la montée l'était. Because I don't want you guys to feel like I'm being flaky and very all over the place. But I was for a long time, you know. These last few years were
pretty difficult for me. They have been pretty difficult for me, and I'm just now like arriving to this place of feeling confidence in myself and what I'm doing. Alors tout le monde trouve que c'est plutôt bien fait pour sa gueule. Il y a beaucoup de posts qui expliquent à quel point c'est bien fait pour Lil Nas X cette chute qu'il a plutôt mérité, parce qu'en termes de marketing il s'est planté aussi, c'est-à-dire qu'il a refait la même chose, il n'a pas su se renouveler et il est finalement resté enfermé dans quelque chose qu'il a construit. Mais ce que je trouve toujours intéressant dans son histoire, c'est toujours l'histoire du petit Montero. Vu que c'est l'histoire mère de tout ça, cette espèce de petit garçon qui, si on y réfléchit, en fait, s'est retrouvé comme ça à devoir en fait demander au Seigneur Jésus-Christ de l'empêcher d'avoir certaines pensées ou alors une certaine sexualité. En tout cas, c'est tout ce qu'il connaissait et il a passé beaucoup de temps de sa vie dans l'église. Donc du coup, c'est quelque chose déjà de un peu schizophrénique, vu que tu es élevé dans un endroit où on te demande d'être d'une certaine façon, ton père chante ces chansons-là et finalement tu te sens rejeté par ça. Et donc du coup, finalement, ce garçon-là qui est devenu ce qu'il est devenu, s'est construit dans une sorte de rejet. Si vous y réfléchissez bien, ce qui le définit, c'est le rejet. Et quand il arrive dans l'industrie et qu'il revit ce rejet-là, galvanisé par une horde de fans et une certaine envie de troller qui devient son personnage, en fait, il essaie de retourner ce rejet-là contre les personnes qui le lui renvoient. Mais en réalité, c'est le même combat intérieur qu'il mène depuis ses 10 ans qu'il continue à mener dans l'industrie musicale. On est d'accord. Alors, comme on vient de le voir, il est allé un peu trop loin. Et il a perdu son buzz, sa carrière, quasiment là. Mais la question que je me pose toujours, et c'est pour ça que je trouve que son histoire, c'est toujours un bon cas d'école de ce que c'est qu'un combat intérieur, c'est, et ça va peut-être vous choquer, avait-il vraiment le choix? Attention, je sais que certains vont m'autoiser et tout. C'est finalement une histoire de réaction, de rejet et de réaction au rejet. Et là, nous sommes tous enclins de dire que oui, en fait, il est allé trop loin dans la manière dont il a réagi au rejet. Je suis d'accord. Mais personne ne pointe la douleur ou la violence que ça peut être pour un enfant de 10 ans de grandir avec un mal-être aussi profond. Parce que grandir dans l'église, prier, demander et vouloir mourir pendant des années et pouvoir enfin déverser les griefs qu'il a finalement contre toute cette histoire torturée. En fait, moi, je pourrais vous parler là en vous disant que oui, il a eu tort ou pas tort, mais je ne sais pas en vérité ce que ça fait à un être humain. Je ne sais pas en réalité ce qu'a traversé le petit Montero. Je ne sais pas en réalité, même si je suis sûr qu'elles existent, quelles sont ses blessures et pourquoi elles vont jusque-là. Moi, par exemple, je savais que je ne suis pas croyant, mais j'ai aussi été un petit garçon qui priait beaucoup pour que quelque chose ne se passe pas dans sa vie. Un jour, on m'a annoncé quelque chose, on m'a dit que quelque chose va se passer. J'ai demandé au Seigneur, pitié, j'ai dit au Seigneur. C'est tout ce que je savais. Il y a une tante à moi, on était ensemble, je lui ai dit franchement, et on a prié pendant des mois. En fait, cet événement pour lequel j'ai tant prié, il est quand même arrivé. Je n'ai plus jamais, je peux vous dire la vérité, plus jamais prié. Alors on m'a forcé à avoir la communion, tout ce qui concerne la religion, je respecte parce que mon père m'a appris à respecter toutes les religions possibles et imaginables. Mais vous me verrez jamais m'asseoir dans une église. Je dis ça avec le respect, vraiment, je ne dis pas ça pour méprisant. Je vous parle là de mes blessures personnelles. Jamais vous me verrez m'asseoir dans une église ou alors dans une mosquée ou alors je sais pas dans une synagogue en demandant quoi que ce soit au Seigneur parce que je sais que au moment le plus profond de ma vie, il m'a pas écouté. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est ce qui m'a traversé. Donc j'évite ça. C'est quelque chose que j'évite. C'est pas que je ne respecte pas, je l'évite. Quelqu'un d'autre que moi aurait vécu le même événement. Il serait peut-être encore plus proche de la religion. Donc en fait, ici ce n'est pas une manière de m'apitoyer sur mon sort, qu'on soit très clair. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que la singularité de nos douleurs, c'est aussi ça qui fait en sorte que nous sommes des êtres humains. Donc je me sens souvent mal à l'aise de voir autant de gens tomber sur Lil Nas X sans comprendre que finalement, selon moi, son parcours et ce qu'il vit dans son parcours explique en grande partie sa carrière. Et là, beaucoup de gens vont me dire oui, mais justement, il y a plein d'hommes gays qui ont grandi à l'église, qui ont été rejetés, qui n'ont pas fait ce qu'il a fait. C'est pour ça que je parle de singularité de nos douleurs. La manière dont je traverse certaines choses ne va pas être la même que tout le monde, mais ce n'est pas pour autant que si c'est plus facile pour l'un, qu'il faut ignorer le parcours des autres. Surtout qu'encore une fois, le problème profond de Lil Nas X est sociétal. Et moi, j'ai beaucoup aimé, parce que lors de la polémique G Christ, il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés sur lui, mais il y a eu le rappeur Lecrae, le rappeur chrétien, qui a fait une longue vidéo, vraiment, que je vous invite à voir. Franchement, moi, j'ai trouvé sa vidéo brillante, où il a expliqué justement pourquoi, en tant que chrétien, il fallait pas tomber sur Lil Nas X, en revenant justement sur son parcours. I think Christians often critique culture, condemn culture, or copy culture. What if we still kept caring about people? Listen,
as it pertains to Lil Nas X, my brother, I don't know you, but I'm down to get to know you. You know, love to get to know you. I don't know your motivations. I don't assume to know your burdens or desires or your story. But I'm here if you want to share it. Pourquoi? Parce qu'il pense, et je trouve que c'est assez brillant et bien élevé comme propos, que les personnes les plus à même de comprendre Lil Nas X, je sais que là je vais faire hurler certaines personnes qui font moi je suis pas chrétien, donc vraiment vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire ce que vous pensez, moi voilà. Mais en tout cas je trouvais que l'idée qu'il amène est brillante, c'est que Lil Nas X est un enfant de l'église. En fait, s'il n'avait pas subi le rejet de l'église, peut-être qu'il n'aurait pas cette espèce de revalorisation qu'il se sent obligé d'avoir contre le schéma de l'église. Et donc, de fait, les personnes les plus à même de le comprendre et de lui tendre la main, parce que eux comprennent mieux le message de l'église et mieux le message de pardon et d'unité de l'église, ne peuvent être que, paradoxalement dans toute l'histoire, les chrétiens. I have no desire to make a public spectacle out of it. I have no desire to post pictures. Look, me and Nas hanging out. My only desire is to see you become everything God wants you to be. So, man, I'm here. I will not be one of the ones who exists to condemn and to criticize you, because I know what grace tastes like. I know what forgiveness tastes like. And man, I'll be the last person to cast judgment and condemnation on you. Nous arrivons à la fin de cette analyse sur Lil Nas X. J'espère que vous aurez compris mon propos. Il vient de sortir de nouveaux singles pour un album qui s'appellerait Dream Boy. Il y a un titre qui ressemble beaucoup à du Pharrell Williams. Une chanson qui est pas mal qui s'appelle Right Here. Mais en fait, globalement, ce que je pense pour lui, c'est qu'il va faire face au plus grand défi de sa vie. C'est-à-dire qu'il a été le petit garçon brisé, il a été l'homme qui réagissait et qui se vengeait finalement quand il arrivait dans l'industrie de ce que les autres lui ont fait. En fait, il va devoir savoir qui il est au-delà de tout ça. Et ça va être difficile parce que c'est pas évident. Au-delà du rejet, de la violence, qui je suis, qu'est-ce que je vais inspirer sur le long terme. Mais c'est des questions qui sont pas évidentes, mais qu'il est forcé de se poser dans l'optique de faire carrière sur le long terme, parce qu'il peut encore avoir un coup. Il est brillant dans sa manière de faire des coups de buzz, dans sa manière d'imaginer des choses et tout. Maintenant, c'est de savoir comment construire ça, pour se proposer en tant qu'homme, au-delà des peurs, des propos homophobes, parce que son existence déjà énerve les homophobes. Il n'a pas besoin d'en faire plus sur ça. Mais par rapport à lui-même, qui je suis, au-delà du petit Montero, sans toutefois l'oublier, parce qu'on n'oublie jamais les blessures de l'enfance. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de Lil Nas X, votre chanson préférée de lui, ce que vous avez pensé de cette analyse, ce que vous avez pensé des clips de Call Me By Your Name, Industry Baby, du flop de Disgrace, le retour avec Hotbox. Dites-moi tout ce que vous pensez de lui. C'est un plaisir de vous retrouver. Je pense que je suis de retour, donc activez vos cloches et tout. On va se retrouver tous les dimanches et plus. Tenez le moins de propos hors la loi possible, si c'est possible pour vous. Autrement, vous gérez ça avec votre Seigneur, quel qu'il soit. Mais n'oubliez pas que ce que vous allez écrire, j'espère que vous l'avez compris, aussi bizarre que ce soit, ça peut créer un futur Lil Nas X. Ou encore pire, quelqu'un qui n'arriverait pas à devenir lui et choisirait de partir avant. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et moi, je vais vous dire quelque chose sur mon rapport à la foi. C'est que moi, j'ai eu 3 belles-mères dans ma vie. 2 d'entre elles étaient les pires êtres humains que j'ai jamais connus sur Terre. Et quand je dis être, c'est pas simplement être humain. J'inclus les personnages fictifs et les personnages historiques. Donc, dans les personnages fictifs et historiques que j'ai connus, mais en fait, je trouve qu'elles étaient quand même les pires, les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, elles allaient tout le temps à l'école. Elles priaient matin, midi, soir. Et elles m'ont donc appris une chose. Les gens qui sont capables de vous citer tous les versets de la Bible, là, ils connaissent tout. C'est pas sur ça que moi je juge un être humain. Parce que rester les versets de la Bible, ça, c'est à la portée de tous. Appliquer et avoir l'humanité de voir que l'autre, c'est un autre nous, c'est autre chose. C'est pour ça que moi, je ne juge les êtres humains que sur leurs actes, pas sur la connaissance de n'importe quel livre, même si, encore une fois, je les respecte. Merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.
Sinon, venez, je vous ai dit que je n'étais pas vraiment croyant, ce qui est vrai, mais j'ai quand même une théorie que j'applique à la lettre. C'est la théorie du encore lui. Les gens qui me suivent depuis très longtemps la connaissent, c'est-à-dire que moi je pars du principe que si Dieu existe, du coup, je suis en tort de ne pas croire en quoi que ce soit. Mais faut pas que je perde de tous les côtés. C'est pour ça que par exemple, pendant le carême, je fais toujours 1 ou 2 jours de carême. Pendant le ramadan, vous le savez, je fais toujours 1 ou 2 jours de ramadan. Shabbat, j'allume les bougies quand je mange et tout. On sait jamais. Parce que je me dis que si Dieu, et vu qu'il est multiple, il est quelque part, il a peut-être ces carnets là, et il arrive, il dit par exemple que oui, chez les catholiques et tout, boum, il tombe sur moi. Oh, putain, le gars là, il a fait 1 jour de carême, encore lui. Il tombe encore sur moi. Oh, il a fait 1 jour de ramadan. Oh, encore lui. Shabbat, on me cherche. Oh, encore lui. Si Dieu n'existe pas, c'est bon pour moi. Mais si tu existes et que bon, au dernier jour, je vais brûler en enfer, il se peut que voilà, ils se disent que bon. Le gars aux larges oreilles là, je l'ai vu par-ci par-là. Même les bouddhistes, des fois je regarde les documentaires sur les bouddhistes. Je n'applique pas, mais je regarde quand même beaucoup les documentaires au cas où. Est-ce que je veux dire, on sait jamais. Si c'est du côté de Bouddha, il va se dire, c'est vrai qu'il regardait mes documentaires quand même. Je le sauve avant qu'il n'aille twerker en enfer, surtout qu'il ne sait pas twerker. Triste réalité.